Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre et un oracle. Alors le livre, il s'appelle Les sorcières de la littérature, c'est un livre qui est sorti en anglais, enfin qui a été créé en anglais et qui a été traduit par les éditions Autrement. Et puis l'oracle qui a été créé à partir du livre, hein, c'est pas le contraire, mais c'est le livre qui a généré l'oracle, qui s'appelle donc The Literary Witches Oracle. Et voilà, qui m'a été offert à Noël. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur cet oracle d'anglo-saxons, notamment d'américaines, et j'avais vu qu'il y avait ce livre qui existait, donc les américaines le montraient justement en pointant du doigt ce qu'il apportait vraiment au jeu et dans la compréhension du jeu. Et par hasard, en fait, je suis tombée dessus et j'ai vu qu'il avait été traduit en français. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir le présenter en même temps. Donc voilà, merci aux éditions Autrement d'avoir traduit ce livre qui est quand même un petit peu particulier dans l'univers francophone. Alors on va regarder d'abord le livre que j'ai beaucoup aimé. Et il m'a fait encore plus aimer l'oracle. Enfin, en tout cas, c'est grâce à ce livre que j'ai créé un lien assez particulier avec l'oracle. Donc vous voyez, le titre est un peu bizarre, hein, les sorcières de la littérature, et puis on va avoir donc 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire, et on pourrait se dire des sorcières de la littérature, est-ce que ces écrivaines, vous allez voir, hein, ces écrivaines sont sorcières. Et en fait, il y a dans la préface qui a été donc écrite par une écrivaine française, la préface de l'édition française, une approche et comment dire, une explication de ce terme sorcier que j'ai trouvé vraiment génial. En plus, le texte est super bien écrit, il est très beau. Et j'avais envie de vous lire au départ le début de ce texte pour vous donner un petit peu l'ambiance en fait du livre, parce que à travers ce texte, je trouve on ressent un petit peu les tripes du livre, et donc voilà, Chloé Delhomme m'a fait un super texte. Bien sûr, ce sont des sorcières, des femmes qui maîtrisent les secrets de l'alchimie du verbe, qui ont su par leur langue envoûter le dictionnaire, faire naître en leur chaudron des œuvres puissantes, parfois étranges, toujours violemment singulières. Leur voix, toujours vivace, hante les bibliothèques et le cœur des lecteurs. Leurs chants se tissent en as pour mieux nous pêcher l'âme. Elles sont aussi sirènes et s'écrivent dans la pierre. Elles sont nos très grandes sœurs, ces 30 femmes évoquées. Elles sont nos très grandes sœurs autant que des idoles de la littérature. Des 4 coins du globe, elles sont à nous venues. Impérieuses ou fragiles, prophétesses, guérisseuses, fées, ermites ou guerrières. Certaines ont fait ployer le réel, tandis que d'autres s'y sont noyées. Toutes ont changé des vies par la force de leurs livres. Comme toutes, se sont elles-mêmes tricotées un destin. C'est magnifique. C'est vraiment très chouette, et c'est vraiment à l'image aussi de ce livre. Donc au niveau de la présentation, on a le nom de l'écrivaine. On a un titre en fait, donc par exemple là ici on a Émilie Brontë, romancière britannique recluse, et puis on a date de naissance et de mort pour un peu les situer dans dans le temps, voir quand est-ce qu'elles ont vécu. Alors il y en a qu'on connaît, Émilie Brontë généralement on la connaît, mais il y a pas mal en fait, en tout cas je parle pour moi, il y a pas mal d'écrivaines que je connaissais pas et que j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître. Et même si, en fait, je vais me servir bien sûr du livre pour aller le découvrir, c'est-à-dire que dans l'édition française, je suis pas sûre que ce soit vrai dans l'édition en anglais, mais dans l'édition française, on a des conseils de lecture à la fin. Donc, en fonction des affinités qu'on peut avoir avec ces écrivaines, on va pouvoir aussi aller découvrir des voix de femmes qu'on connaît, enfin en tout cas que moi je connais pas et que j'ai super envie de découvrir. Alors, donc on va retrouver, hein, puisque moi j'ai reçu d'abord l'oracle, on retrouve les superbes illustrations qui moi m'ont fait craquer. C'est pour ça que j'avais demandé le jeu au Père Noël, parce que j'aime beaucoup ce style artistique et un côté
un peu, vous allez voir, comment dire, il y a une sorte d'absurde, je sais pas si c'est ce mot, un peu une sorte de folie à travers enfin en tout cas dans la façon dont une sorte de fantaisie aussi dans la façon dont les auteurs, enfin les écrivaines ont été présentés, et ça me plaît beaucoup. Alors dans le livre, on va pouvoir, grâce à la première partie, comprendre en fait pourquoi l'illustration est construite comme ça. Donc à chaque fois, on a donc l'illustration. Donc vous voyez ici Émilie Brontë, on a des petites fourmis qui montent le long des branches. On la voit qui tient une maison. On reconnaît aussi, je trouve, pas mal les écrivaines. Et puis donc on a un complément du titre, donc Gardienne des Landes, du fantastique et des romances douloureuses. Alors je vais vous lire Émilie Brontë, puisque c'est peut-être une des auteurs qu'on connaît le plus avec Agatha Christie. Enfin moi c'est Agatha Christie que je connais le plus, dont j'ai dû lire une grosse partie en fait des livres. Mais voilà, Émilie Brontë, elle a écrit surtout un livre qu'on connaît, qu'on a pu aussi peut-être étudier à l'école. Donc Émilie nettoie sa maisonnée, comme si elle s'apprêtait à accueillir Heathcliff en grande pompe. Donc Heathcliff, c'est un des personnages de son livre. La lande se transformera en tapis de velours que fouleront ses pieds délicats, et quand il passera à la porte, se plaît arriver la jeune fille, il balayera tout sur son passage, comme ce vent du nord qu'elle affronte en promenade, les muscles tendus, les poings serrés sous son manteau. Que murmurent les fourmis à Émilie? Donc là, vous voyez, il y a les fourmis, lorsqu'elles gravissent les arbres déguenillés au dehors. La jeune fille colle son oreille à leur tronc et écoute les confidences de l'écorce. Tu rejoindras notre palais, tu seras la reine des fourmis, tu dresseras une armée entière contre les fourmilières ennemies. Émilie les regardera se battre, par honneur et par amour. Émilie se fabrique un télescope de glace. Par la lentille creuse, elle sonde sa propre pupille et plonge dans une toute autre galaxie jusqu'à croiser un regard inconnu. Et c'est comment dire, cette description enfin c'est ce premier texte que moi je trouve très très poétique en fait, très imagé, aussi un peu absurde, hein, comme l'imagerie d'ailleurs. Le texte va très très bien avec l'illustration. On arrive à capter en fait cette énergie d'Émilie Brontë, non pas à travers, comme après, la description de sa vie, voilà, ce qu'elle a fait quand elle est née, comment est-ce qu'elle a vécu, mais c'est sympa de la voir quand même, mais à travers autre chose, à travers, je trouve, à travers les tripes, à travers ce que le texte et donc l'image nous fait ressentir. Et c'est en ça que je trouve aussi que l'adaptation, enfin l'utilisation de ce livre pour en faire un livre de tirage, enfin pardon, un oracle pour faire des tirages, est super intéressant. Donc vous voyez, partie un peu, une partie presque poétique, un peu avec beaucoup de une sorte de métaphore, un peu de quelque chose un peu absurde, quelque chose d'inventé, quelque chose qui à partir de ça nous fait ressentir l'énergie de l'écrivaine dans les tripes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après, on a la description. Donc Émilie Brontë a vécu une vie bien rangée dans le presbytère familial au milieu des Landes de Bruyère, du nord de l'Angleterre, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et après, on a les conseils de lecture. Il y a même ici, voilà, quand il y a eu un film, par exemple ici, il y a un film qui a été tourné en français, qui s'appelle Les Sœurs Brontë, qui a été tourné il y a longtemps, hein, dans les années, en 1979. Donc ça permet, si c'est, par exemple, on l'a souvent dans un tirage, ou si on a envie de s'y intéresser, de pouvoir le faire et d'avoir tout de suite des références. Donc voilà, alors la première, c'est Émilie Brontë. Après, on a Octavia Butler, autrice de science-fiction. Voilà, alors même chose, donc semeuse de graines, d'espèces étranges et d'avenir. Shirley Jackson,
écrivaine américaine de fiction horrifique, donc pareil, 1916-1965. Je ne sais pas comment les... En fait, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique, ni par ordre, on va dire, chronologique. Donc, je sais pas... Enfin, il y en a qui sont même encore vivantes, qui vont être présentées avant d'autres qui sont beaucoup plus anciennes. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, après, pour rechercher... c'est plus un... Pour rechercher où il y en a bien besoin, en tout cas, du sommaire. Voilà. Donc voilà, Hélène Chang, donc je connaissais pas du tout. Pourtant, apparemment, elle a pas mal été... voilà, ses livres ont été traduits en français. Sylvia Plath, icône de la poésie confessionnelle. Donc moi, j'aime beaucoup la poésie, donc je pense que c'est plutôt les poètes que je vais aller visiter. Et puis en plus... on peut, avant d'acheter par exemple le livre, on peut aller voir des extraits de poésie et ça donne une idée de si ça nous touche ou pas. Toni Morrison, reine des miracles de la généalogie et du souvenir. J'adore celle-ci. La reine Toni lit dans les lignes de la main de ses sujets. Elle devine les enfants qu'ils ont été et remonte leur généalogie jusqu'au premier homme ou femme. Sur Terre, pardon. Elle sent le mal originel de nos ancêtres, porté par des générations entières, comme une blessure, enfin comme une éternelle blessure de l'âme. Voilà, c'est très chouette. Anna Akhmatova, grande poète russe. Donc à découvrir aussi avec l'âme russe. On a une poétesse amérindienne, Jo Arjo, qui n'a pas été traduite. Donc si on parle, je vais essayer de voir, parce que je la trouve assez inspirante, donc j'aimerais bien aller lire quelques poèmes pour voir si je peux me connecter avec, et puis s'ils sont suffisamment, si j'arrive à avoir une subtilité suffisante pour être touchée par ces poèmes, une subtilité dans la lecture de l'anglais. Poésie dans une langue étrangère, c'est plus compliqué en fait que juste un livre d'histoire. Flannery O'Connor, romancière gothique du sud des États-Unis. Voilà. Voilà, prophétesse des pans, des gens bizarres et des yeux de verre. En fait, je trouve qu'il y a cette espèce d'absurde, il y a cet humour aussi, cette distance, tout en donnant quelque chose de... C'est vraiment... comment dire, il y a quelque chose de croustillant en fait dans les textes. Sappho, donc vous voyez, elle est au milieu du livre, c'est la plus ancienne. Poétesse lyrique de la Grèce antique, donc qui est plus connue, elle. On la trouve parfois aussi dans des oracles qui sont consacrés au féminin. Donc voilà, donc c'est plus connu. Foru Farrokhzad, poétesse et réalisatrice iranienne iconoclaste. Donc voilà, à découvrir. Bon, Emily Dickinson, là, on connaît tous, on n'a peut-être pas tous lu, mais quand même, on a au moins entendu une fois son nom. Donc pareil, des conseils de lecture. Moi j'aime bien parce que ce sont des... Moi, bon voilà, je vous ai dit, j'aime beaucoup la poésie, donc c'est chouette. Sa majesté spectrale des mouches, de l'inattendu et de la botanique. J'adore. Audrey Lorde, poétesse, essayiste et militante des droits civiques, que je ne connaissais pas. Voilà, alors elle, c'est par contre... si, il y a une traduction. Voilà, il y a certaines choses qui ont été traduites. Bon, Angela Carter, avec des contes féministes, elle a pas mal été traduite. Virginia Woolf. Voilà, Mrs. Dalloway, qui est très connue. Et que voilà, j'aime beaucoup. Donc chaque fois en fait on va découvrir des
des écrivaines qui se sont battues, qui ont souffert. Hein, Virginia Woolf, pardon. Elle s'est suicidée. Donc on a des femmes aussi qui ont souffert. C'est dans ce sens-là, elles ont, à travers leur vie et à travers leur art, elles ont fourni en fait, et à travers leurs mots surtout, tout du contenu et des choses qui ont permis de transformer. Et dans ce sens-là, on a cette idée de sorcière avec son chaudron qui transforme. Voilà, elles ont transformé pour elles, ou non, parce que parfois ça s'est mal terminé, c'est des personnes souvent qui ont pas mal souffert. Et aussi, elles ont été ensuite des inspiratrices et des personnes qui ont réussi aussi à exprimer des choses, et par leurs mots, à montrer des choses, à ouvrir des consciences, à émerveiller, à toucher. Voilà, dans ce sens-là, ce sont des sorcières. Dans l'idée de la sorcière, plutôt vue par le monde anglo-saxon, donc des femmes libres aussi. Ce sont des femmes libres parce que très souvent déjà, il y en a pas mal qui ont écrit à une époque où il y avait très peu de femmes qui écrivaient. Et puis aussi, d'ailleurs la plupart d'entre elles, c'est ça. Et c'est des femmes aussi qui ont, par leurs écrits, ouvert un certain nombre et montré un certain nombre de problématiques dans le monde. Donc ce sont aussi des militantes, pour certaines, voilà. Alors, Charlotte Perkins Gilman, chef de file du féminisme, du socialisme et du roman. Voilà, Jamaica Kincaid, que je ne connais pas, avec des nouvelles. Anne Carson, poétesse canadienne et spécialiste de l'Antiquité, donc qui est encore en vie. Grande prêtresse des érudits et des érudites, des éruptions volcaniques et de l'érotisme. C'est une écrivaine qui est très 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 mentale, mais qui est du coup aussi super intéressante. Leslie Marmon, Silco, conteuse des serpents à sonnettes, des pierres turquoises et du désert sacré. C'est beau. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne un jour un titre comme ça. Je trouve que c'est aussi leur rendre leur magie, en fait, et à travers ces titres, leur redonner leur titre de magicienne. Alexandra Pizarnik, Mirabai, donc là on a une hindoue. Anaïs Nin, autrice d'avant-garde, entre mémoire et fiction. Donc elle est un peu plus connue. Voilà, pas mal écrit sur la sexualité. Roman hypnotique, La maison de l'inceste, histoire enivrante, La cloche de verre, Grand plongeon intime, les 7 tomes du journal d'Anaïs Nin. Voilà, c'est Gertrude Stein. Yumiko Kurakashi, diseuse de bonne aventure japonaise. Donc voilà, il n'y a pratiquement pas de traduction française, je la connaissais vraiment pas du tout, j'avais jamais entendu son nom. Agatha Christie, qui est Agatha Christie, alors là c'est pour le coup, vraiment tout le monde la connaît. Et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai lu énormément de romans d'elle. Et elle a inspiré beaucoup de séries télévisées, même d'écrivains. Enfin, elle a aussi inspiré pas mal d'écrivains. Donc, on a beaucoup de séries télévisées, des films, alors soit des séries télévisées où on va retrouver Miss Marple et Hercule Poirot, soit d'autres qui sont en fait très fortement inspirées de ces histoires et de sa façon de raconter des histoires et du type de héros et d'héroïnes qu'elle y fait apparaître. Janet Frame, qui c'est qu'on a d'autre? Maria Sabina, guérisseuse mazatèque et poète fabuliste.
J'adore aussi celle-ci de représentation. Chamane de la rosée, des colibris et du langage hallucinogène. Lors de ces veillées nocturnes, Maria donne de la voix et tape des mains si fort que les aigles brodés sur son goupil prennent leur envol pour rejoindre les divinités et les bêtes sauvages dans un tourbillon de lune. C'est pas magnifique en fait ça. En fait, c'est vrai que ce texte, le texte est magnifique. Voilà, le texte d'accompagnement, cette première partie, je la trouve magnifique. Alors après, il y a Mary Shelley, qui est l'écrivaine qui a écrit Frankenstein. Zora Neale Hurston, que je ne connais pas. Magicienne des ouragans, des zombies et des histoires à dormir debout. Voilà. Donc, c'est pour moi voilà, un livre truculent. Une petite pépite qui est vraiment chouette. Et c'est sympa pour nous, amoureux des cartes, qui est aussi un jeu qui a été tiré de ce livre, même si on est loin d'avoir toute la richesse du livre, et entre autres la partie qui m'attend plus dans le livre, dans les cartes, dans le jeu de cartes. Alors, donc, on a une boîte. Voilà, une jolie boîte. La présentation est super jolie. C'est un jeu mass market qu'on va plutôt trouver en ligne puisqu'il est que en anglais. Et on va avoir des cartes qui sont assez grandes, assez flexibles, avec un traitement avec ils appellent ça linen, donc ligné. Je vous montre, voilà, si je laisse la lumière se refléter dessus, vous voyez le type de texture des cartes. Dans la structure du jeu, on va retrouver... Ah zut, j'ai refait un tirage et j'avais tout trié et j'ai à nouveau tout mélangé. Bon, c'est pas grave. Donc, on va avoir des cartes où on retrouve les illustrations du livre avec un mot-clé. Et puis, des cartes avec avec les outils, on va dire, de ces sorcières de la littérature. Qui sont dans le même style. Donc on va avoir des cartes très chargées, puis des cartes un petit peu comme dans des Lenormand, avec des symboles. Donc on a les sorcières de la littérature et les symboles qui sont liés à ces sorcières. Alors attendez, je vais reclasser les cartes, il n'y en a pas pour trop longtemps. Donc c'est en fait au départ je m'étais dit mais ça fait quand même des styles très différents et finalement j'aime bien parce que c'est un petit peu comme si on avait des majeurs avec quelque chose de vraiment, voilà, quelque chose de lourd, avec une vie, avec une œuvre, avec une intention dans ces cartes-là. Et puis des choses avec plus des outils et des choses du quotidien dans cette partie-là. Je vais vous montrer le livret, vous allez voir, ça va être assez rapide. C'est dommage que le livret soit aussi incomplet parce que je trouve quand même que toute la richesse du travail qui a été fait par la personne, enfin l'écrivaine, enfin la créatrice du livre, et l'illustratrice, il est moins mis en valeur parce qu'il n'y a pas tout le travail du petit texte que je vous ai montré au départ. Donc voilà, on a une petite présentation, un petit texte sur le fait de lire les cartes. On a voilà, l'idée d'une carte par jour avec un exemple, ou 3 cartes avec passé, présent, futur, et puis un exemple aussi. Donc ça, c'est le départ. Et puis après, la présentation des cartes, c'est, vous allez voir, donc hyper court. Par contre, là, elles sont classées par ordre alphabétique, par nom de famille. Donc si on regarde, alors on va regarder Agatha Christie, comme ça on regardera les deux parties, un petit peu pour voir la différence, la richesse
qu'on a dans le livre et puis le résumé qu'on peut avoir dans l'oracle. Donc Agatha Christie, on a le fait, enfin la tricherie, avec la suspicion, le fait de voilà la trahison et la pièce qui manque. Et ensuite, on a la partie biographie. Alors si on regarde après dans le livre plus complet, Agatha Christie, voilà, elle est là. Donc voilà, donc en fait, ici, ça correspond à cette partie-là. Donc évidemment, on n'a pas les conseils de lecture, mais bon, les conseils de lecture, ça facilite, ce livre le facilite, mais il suffit d'aller chercher sur Internet ce qui a été publié par l'autrice. Moi, je dis auteur, mais bon, avec un E, on peut dire autrice aussi. Du coup, les mots-clés ont été rajoutés pour être utilisés en tant qu'oracle. Donc, du coup, on peut l'utiliser, hein, on peut prendre juste le coffret et utiliser les mots-clés. Mais on n'a pas toute cette partie-là qui, pour moi, est la partie savoureuse de la présentation de l'autrice. Non, ça me fait bizarre, j'aime pas autrice, c'est vraiment pas beau. De l'auteur. Donc voilà, l'écrivaine, elle va être, je trouve, beaucoup plus... Puis en plus, c'est bien, c'est dommage, parce que c'est vraiment dans l'esprit du tirage d'oracle et de l'oracle. C'est-à-dire que avant, lorsqu'on faisait des tirages dans l'ancien temps, par exemple dans la Grèce, quand il y avait les pythis, on avait cette idée de texte un petit peu déjanté, et à partir de ce texte déjanté, il y avait quelque chose qui germait dans la personne pour qui on avait fait comment dire, cette recherche cette vision, par exemple, qu'on avait cherché, quand on allait chez... bon, zut, je crache tout, et je le redis de façon compréhensible, quand on allait voir les oracles, qu'on posait une question, on avait une réponse, mais c'était pas des réponses... avec un esprit rationnel, oui, non, faites ci, faites ça. Il y avait plus justement quelque chose d'un petit peu déjanté, et on partait avec ça, et on avait toute une sorte de mûrissement qui se faisait à l'intérieur, et ça permettait de ressentir en fait le cœur de la réponse et d'aller chercher la sagesse en soi. Et je trouve que cette partie-là, elle est vraiment, elle est faite de cette façon-là. Et oui, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette partie-là. Alors, l'avantage, par contre, c'est comme le livre est sorti indépendamment, mais on a la chance de pouvoir l'avoir en français. Donc, voilà. Donc, pour Agatha Christie, on va avoir voilà, la toute petite bibliographie et puis 3 mots-clés. Le mot principal, le mot-clé principal, et c'est tout. Et puis pour les... Alors ils disent le matériel enfin les outils des sorcières, on va avoir juste 3 mots-clés qui correspondent en fait aux associations symboliques qu'on a un peu aussi dans l'inconscient collectif, donc avec la pomme. Voilà, on a la pomme, je vais vous les montrer après un par un. Donc voilà. Donc le petit livret est hyper court. Voilà, je regrette qu'il n'y ait pas plus de choses, mais il permet quand même de faire des tirages avec les cartes. Si comme moi vous êtes vraiment séduit par les illustrations, mais on n'a pas cette partie, on va dire, savoureuse de l'écriture de l'auteur du livre. Alors, hop, maintenant on va regarder les cartes. Donc je vais un petit peu vite parce que du coup, les cartes, les premières, c'est celles que vous avez vues dans le livre. Hein, c'est exactement les mêmes illustrations. Est-ce que je vous ai montré le dos? Je ne me rappelle plus. Voilà le dos. Donc on n'a pas un dos réversible, mais moi de toute façon, je n'aime pas tirer les cartes en mettant les cartes à l'envers. Donc à chaque fois, on a l'illustration, le nom de l'écrivaine et puis le mot-clé qui lui est associé. Sachant que je trouve, voilà, il y a beaucoup plus de choses, par exemple de Virginia Woolf, il y a beaucoup plus de choses que la vision. Alors, je ne sais pas si ça se dit Woolf, moi j'ai toujours dit comme ça à la française, mais maintenant que je relis la carte, je me dis tiens, ça se dit peut-être pas comme ça en anglais. Bon, je le fais
comme une bonne française. Donc voilà, il n'y a pas que la vision, il y a énormément, enfin là, il y a une grande richesse derrière la personnalité de Virginia Woolf qui peut nous inspirer, qui peut nous guider, qui peut nous sentir moins seuls aussi dans ce qu'elle a pu voilà, vivre, ressentir, etc. Donc dans toutes ces problématiques humaines aussi que ces écrivaines peuvent, et notamment Virginia Woolf, que j'aime beaucoup, peuvent transcrire à travers leur œuvre, voilà, ce qu'elles transmettent voilà, par les mots. Voilà. Et à nouveau, j'aime énormément le travail artistique de l'artiste, de l'illustratrice Cathy Oran. J'adore ce qu'elle a fait. J'aime tout en fait. On sent qu'il y a une bonne connexion en fait toutes les deux. On aurait pu croire que ça avait été fait, et écrit et illustré par la même personne. Mais voilà, il y a vraiment cette connexion, cette superbe connexion qu'il y a entre l'illustratrice et l'auteur du livre et du coffret. Voilà, donc les cartes sont pleines de petits détails, avec des choses super surprenantes. Donc au départ, voilà, on regarde. Alors bon, déjà, Yumiko Karahashi, moi je la connais pas, donc ce que je vois, je me doute que c'est une japonaise avec le nom et la représentation. Je vois une pomme qui est croquée. Je vais regarder sur le côté, je vais me demander, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, puis ça, alors, c'est vraiment étrange. Et c'est vrai que d'aller dans le livre et puis d'avoir quelques clés pour la compréhension de l'illustration, ça aide aussi. Mais on peut aussi se faire son idée personnelle. Voilà, celle-ci, elle est super belle. Là aussi. Donc, une jolie création. J'adore cette délicatesse autour d'Emily Dickinson. Mary Shelley. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on les regarde, il y en a plein qui n'ont pas l'air qui ont pas l'air de ce qu'elles sont, en fait. Et voilà, on a des femmes, je sais pas, c'est comme Agatha Christie, cette petite mamie, jamais on penserait qu'elle est... Et c'est ça aussi qui me fascine dans sa personnalité, qu'elle ait eu cette imagination et cette capacité à créer des personnages aussi intéressants. D'ailleurs, je pense que Miss Marple doit pas mal lui ressembler. Donc après, on a toutes des représentations symboliques que je trouve aussi très intéressantes. Donc on a des choses assez variées. Vous voyez ici, on a un sanglier, on a une maison, donc ça, on va retrouver quand même pas mal les symboles. La culture symbolique, c'est plus une culture de le normand, alors que des personnages, c'est plus une culture, on va dire, de tarot. Donc là, on peut aussi, après, si on a envie, utiliser des significations comme le normand, où on met les cartes les unes après les autres et où on fait une phrase à partir des mots-clés. Donc vous voyez, on retrouve dans le normand la maison, l'arbre, on a le volcan, on a l'araignée, la tasse de thé, j'adore, le crapaud, la pomme. Donc on a des choses qui sont aussi... on retrouve les contes de fées, en fait, les contes de fées ou les contes de notre enfance qui par leurs symboles, ont énormément marqué notre psyché. La pomme, elle est importante, en fait, aussi dans notre symbole. Enfin, on est énormément marqué par la chrétienté. Donc la pomme, elle a une signification avec Adam et Ève, mais c'est aussi la pomme qu'on va retrouver dans Blanche-Neige. Bon, la lune aussi, le lait, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Le lapin, c'est plutôt dans notre ancienne culture, mais on l'a aussi, hein, enfin, dans tout ce qui est païen, on a énormément le lapin, on va le retrouver au niveau de Pâques, mais en fait, c'est parce que la tradition chrétienne a réintégré des traditions païennes, mais voilà, le lapin est super important, bon, le crâne, bien évidemment. On a l'escargot, je suis contente de trouver l'escargot aussi, la lanterne qu'on retrouve dans l'ermite, le lion qu'on retrouve dans la carte de la force, la menthe religieuse qui est très intéressante aussi, bon, le hérisson,
un animal aussi très intéressant, le gant, avec tout ce qu'on peut lui associer, hein, qui est beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on peut voir dans le livre. D'ailleurs, on va regarder pour le glove, le gant. Alors heureusement qu'il y a les petites illustrations, du coup ça permet de voir de trouver très rapidement la signification. Alors, dans le gant, on a l'argent, le statut, complacency, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais dans le gant, c'est aussi pour moi ce qui protège. On a une protection, c'est ce qui nous met à distance des autres. Hein. Si je mets des gants, que je serre la main à la personne, je mets une certaine distance. Hein. Généralement, quand on serre la main à quelqu'un, on enlève ses gants. C'est le gant aussi dans la tradition... dans des traditions anciennes que je vais jeter, donc parce que il y a une idée d'honneur. Donc vous voyez que derrière le gant, dans notre inconscient collectif, on a énormément de choses qui peuvent aussi nous guider vers d'autres significations que les 3 mots-clés qui ont été donnés. Et je trouve que tous les symboles ont été super bien choisis. L'œil, le loup. Bon, évidemment que je suis contente de voir le loup. Mais derrière le loup, bon, pour moi, c'est mon animal de pouvoir. Mais derrière le loup, il y a beaucoup, beaucoup de choses, notamment dans les contes, dans les peurs ancestrales de nos ancêtres. D'ailleurs, le loup, hein, c'est pas un hasard si c'est un animal qui m'accompagne en tant qu'animal de pouvoir, esprit animal, parce que derrière le loup, il y a cette association aux peurs. Il est extrêmement lié aux peurs, le loup. Moi qui ai un trouble anxieux, j'ai le loup qui est là pour moi. C'est celui qui faisait peur, c'est celui qui dévorait les enfants, dans les histoires et dans les contes, c'est celui qu'on utilisait pour faire aussi obéir les enfants, les jeunes filles, pour pas qu'elles aillent qu'elles aillent traîner dans les bois, qu'il leur arrive quelque chose, ou qu'elles aillent traîner avec des garçons pour qu'elles obéissent à leurs parents. Donc voilà, il y a cette idée aussi dans le loup, bon, les fantômes, l'élixir, ça c'est sympa aussi, j'aime beaucoup qu'il y ait l'élixir. L'étang, la poupée, je crois que ça c'est une anguille, mais je suis pas sûre, faudrait vérifier. Les ailes, la patte de la créature, ça c'est super intéressant. On peut aussi travailler avec la déesse Héra. Le livre, donc là on retrouve dans le normand la tresse. On retrouve le livre du Normand, pardon, la tresse, le chat, le chaudron, donc ça, évidemment, c'est chouette, la robe blanche, les fleurs sauvages, donc c'est équivalent du bouquet aussi, peut-être, les champignons, le nœud, alors c'est peut-être le nœud coulant, en tout cas, cette carte, vous voyez qu'elle est elle est assez dure, voilà, puisque on a la corde du pendu, le mur, et puis les abeilles. Voilà, donc en résumé, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, avec lequel je fais pas mal de petits tirages. En plus, je trouve que il y a un côté profond et un côté... parfois, je fais juste un tirage pour après aller lire dans le livre le texte, juste pour le plaisir. Et puis, c'est aussi une ouverture pour moi, découvrir d'autres écrivaines que je ne connaissais pas. Alors, certaines, j'ai envie aujourd'hui, c'est aujourd'hui maintenant, j'ai envie de les lire, d'autres, j'ai moins envie, parce que j'ai pas envie de ce type de littérature. Voilà, on a quelque chose de vachement joli, aussi, donc au niveau graphique. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'Américains qui ont coupé les bords, donc ça fait aussi une activité manuelle autour des cartes. Vous savez que moi, très souvent, j'enlève les bords. Pour moi, c'est une façon de m'approprier aussi le jeu, outre les aspects esthétiques, et de faire une sorte d'acte magique autour du jeu pour qu'il devienne mien, pour qu'il soit vraiment mon outil. Donc on le retrouve pas mal dans
dans les pratiques aussi de witchcraft, alors j'aime pas, parce que entre witchcraft, enfin la connotation de witchcraft qui est le mot anglais de sorcellerie, en français c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans ce qui est on va dire dans des actes magiques, dans des actes symboliques magiques, je trouve que voilà, la personnalisation d'un jeu, ça peut être hyper intéressant. C'est un petit peu le sacraliser, lui donner son caractère sacré par un acte. Et dans la découpe d'un jeu, il y a quelque chose qui peut être sacré. Ça peut être juste du découpage, et c'est très bien aussi. C'est un acte, enfin, c'est quelque chose qui peut détendre, de se concentrer, de faire des travaux manuels, mais ça peut aussi être une façon de donner voilà, une fonction sacrée au jeu. Et il y a même Michel de Boho Tarot, une chaîne anglo-saxonne, qui elle a découpé les bords sur cette partie-là, et sur cette partie-là, elle a découpé en carrés les cartes, et donc elle a fait deux jeux qu'elle utilise simultanément. Donc celui-là, justement, un peu comme des majeurs d'arcane de tarot, et celui-là comme un Lenormand. Donc elle va prendre par exemple une carte, donc une sorcière de la littérature, et par exemple, voilà, après elle va tirer 3 cartes de ce jeu-là pour faire une interprétation un peu plus de type Lenormand. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je trouvais aussi assez sympa de faire cette découpe en carré. Après, on n'a plus tout à fait la même chose. Enfin, c'est plus centré au dos, donc je ne sais pas. Ou alors, est-ce que je couperais ici pour avoir des cartes plus petites? Mais du coup, je crois... Enfin, il faut que j'étudie un peu les cartes. J'ai pas du tout envie de découper les illustrations, que je trouve simples, sobres, mais très jolies aussi, même si elles n'ont pas la complexité et toute la poésie qu'on peut retrouver, et le côté déjanté de ces cartes-là. Voilà, moi je vois que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur ce jeu-là, alors que je voulais faire une présentation rapide. Donc voilà, tant pis, il me plaît beaucoup, donc j'avais envie de bien vous le présenter, en tout cas de beaucoup en parler. Donc je vais partager aussi, si je le découpe, je pense que je ferai quelques publications sur Instagram. Et puis peut-être aussi sur Instagram, je remettrai 2-3 photos de l'intérieur du livre pour que vous preniez le temps de relire si c'est voilà, si c'est un livre qui vous intéresse. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente de vous avoir montré ce livre et ce jeu, parce que je les trouve hyper originaux, et moi en tout cas ils me font du bien, donc je trouve que finalement c'est le principal, c'est de se faire du bien, c'est aussi d'avoir des outils qui nous réchauffent à l'intérieur, et qui nous réconfortent, qui nous font rire, qui nous font rêver. Et je trouve que voilà, le livre et l'oracle, c'est des outils, en tout cas pour moi, qui remplissent complètement cette fonction. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je vous embrasse tous. À bientôt.